Cette semaine, vous allez avoir accès au secret de l'univers gratuitement. Vous allez avoir un chatbot qui va vous expliquer qu'il faut mettre une cravate pour aller en entretien. Mais par contre, vous n'allez pas avoir votre modèle 3. Ça fait maintenant 2 mois que Amazon a lancé son appel d'offres à destination des villes américaines pour établir son second siège social, surnommé HQ2. À la clé, pour la ville qui sera retenue, 50 000 emplois sur 15 ans, avec un salaire annuel de 100 000 $, et 5 milliards d'investissements. Les conditions pour répondre à cet appel d'offres: être une ville ayant au moins 1 million d'habitants, disposer d'un environnement stable et business-friendly, disposer d'un environnement ayant le potentiel d'attirer et de retenir les talents, et de disposer d'immeubles déjà vacants d'une surface d'au moins 47 000 m². Dans la section préférences clés et prise de décision de l'appel d'offres, vous trouverez également cette phrase: « Nous vous encourageons à penser grand et à être créatif dans votre réponse ». Et pour ça, créatif, beaucoup de villes l'ont été. Ce sont 238 villes dans 54 États, districts et territoires qui ont posé leur candidature. Parmi ces candidatures, vous allez voir pas mal de larmes à l'œil, la main sur le cœur, et beaucoup de films tournés avec des drones. Certaines réponses ont été beaucoup plus créatives que d'autres. Regardez par exemple le nombre de villes qui ont cru malin et original d'utiliser Alexa. Hey Alexa. Alexa. Vous avez également le maire de Kansas City, Sly James, qui semble avoir beaucoup de temps devant lui et qui a personnellement laissé 1000 commentaires sur des objets achetés sur Amazon. Vous avez également New York qui a voulu voir les choses en grand et qui, le jour de la date limite de dépôt de l'appel d'offres, le 18 octobre, a passé la ville en orange. Alors ce côté un petit peu pathétique de Moi. Personne du tout. Choisis-moi. Moi, je sais. Moi. devient peut-être un petit peu embarrassant. Par exemple, le maire d'une banlieue de Atlanta, Stonecrest, a proposé de renommer sa ville Amazon. Ou alors la ville de Tucson City qui a envoyé un cactus de 6 mètres à Amazon, qui a été refusé. Alors c'est mignon d'offrir des fleurs, mais je pense que le gouverneur du New Jersey sait parler un langage que va beaucoup mieux comprendre Amazon en leur offrant une réduction de taxes de 7 milliards de $. Alors si la date du 18 octobre, qui était la date butoir pour déposer la réponse à son appel d'offres, est passée depuis longtemps, la campagne bat son plein. Et chacun y va de sa ville préférée. Par exemple, l'agence Moody a choisi Austin. Personnellement, je me méfierais quand même d'Austin parce qu'Austin est au Texas et récemment il y a eu un petit souci avec ce qui s'est appelé la Bathroom Bill qui voulait forcer les personnes transgenres à aller dans les toilettes du sexe dans lequel elles étaient nées et pas celui dans lequel elles sont maintenant. Et d'ailleurs la semaine dernière, Amazon a reçu un prix de l'égalité par une organisation LGTB. Donc je ne mettrai pas Austin forcément en tête. Ensuite vous avez les bookmakers qui mettent eux Atlanta en tête avec 2 contre 1. Alors qu'ils mettent New York à 10 contre 1. Et vous avez le New York Times, pour qui c'est évident, c'est Pittsburgh. Alors maintenant, cet appel d'offres nous amène à plusieurs questions. Déjà, la première, est-ce que ces villes ne voient pas le cynisme de cet appel d'offres face à des villes qui ont besoin de ces emplois? Connaissant les pratiques d'Amazon, est-ce que les villes ne voient pas que leur surenchère va permettre à Amazon de faire pression encore davantage? Allons, New York City, le New Jersey a donné 7 milliards de réduction d'impôts. Et vous, combien vous allez nous donner? Et est-ce que les villes ont étudié ce qu'il s'est passé à Seattle après qu'Amazon y ait installé son siège social? Et ça va beaucoup plus loin que simplement avoir plus d'attentes à la queue de son Starbucks. Augmentation des prix du logement, montée de la pauvreté, augmentation du trafic. Le site Politico accuse même Amazon d'avoir créé une ville 2 tiers avec une fine couche de jeunes techos riches au-dessus d'une base de travailleurs anxieux. Ensuite, Amazon promet pour la ville gagnante 50 000 emplois sur 15 ans. Non mais allô quoi, depuis quand une entreprise peut s'engager sur 15 ans? Qu'est-ce qui va se passer si par exemple Alibaba décide d'attaquer le marché américain? Et du côté des exemptions d'impôts, je suis d'accord, 50 000 emplois promis, ça doit pas être mal pour une réélection. Par contre, d'un point de vue comptable, je pense qu'il y aurait à redire. Regardez ce qui s'est passé en 2013 dans l'État de Washington, qui a donné 8 milliards de réduction d'impôts à plusieurs entreprises, mais surtout à Boeing. Résultat, Boeing a réduit sa masse salariale dans l'État de 15%. Restons dans les GAFA avec Facebook pour une nouvelle qui sent bon le Gorafi. Une nouvelle complètement what the fuck. Tiens d'ailleurs, on devrait faire une rubrique what the fuck. En Australie, un partenariat entre le commissariat à l'e-sécurité et Facebook cherche à lutter contre ce que les anglophones appellent le revenge porn. Vous savez, c'est cette photo que vous envoyez à votre conjoint parce qu'il vous manque, qu'il est loin. Donc l'idée c'est que lorsque vous avez pris une photo compromettante,
vous l'envoyez directement sur votre propre Messenger. Et grâce à ça, Facebook va scanner la photo et la rendre impartageable sur aucun des sites appartenant à Facebook. Les sites étant de plus en plus nombreux. Si par contre vous avez déjà des photos compromettantes dans votre téléphone et que vous avez peur de vous le faire voler, pour ça il y a une application qui s'appelle Nude, qui va les crypter et les bloquer avec un PIN code. On est bien dans cette rubrique What the fuck finalement, et je vous propose d'y rester encore un peu. Je vous présente Julie Briskman. Julie est une maman de 50 ans qui travaille comme consultante dans une entreprise qui est sous contrat avec le gouvernement américain, qui s'appelle Akima, et Julie se rend à son travail le matin en vélo. Elle est également fan de yoga, assez sportive. Et donc le matin du 31 octobre, jour d'Halloween, alors que Julie se rend à son travail en vélo, voilà donc que l'escorte de Trump la double. Et Julie, comment dirais-je ? Julie est prise en photo par le photographe officiel de Trump, qui trouve cette photo amusante. Et Julie aussi trouve cette photo amusante, et la partage sur son mur Facebook ainsi que sur Twitter. Et elle en parle également à son manager, parce que quand même, c'est vrai que c'est amusant. Et finalement, elle se fait virer l'après-midi même, pour la raison que cette photo ne répond pas à la politique des réseaux sociaux appliqués par Akima. Alors évidemment, cette photo est devenue virale pour 3 raisons. Déjà, pour la photo, ensuite, pour le comportement d'Akima de la licencier dans la journée, et également parce qu'un certain Rob Mello, qui a voulu récompenser cet acte de désobéissance civile, a lancé un crowdfunding sur la plateforme GoFundMe, qui va bientôt avoir levé $100 000 au profit de Julie. Depuis la semaine dernière, vous pouvez accéder gratuitement à la thèse de PhD de Stephen Hawking, qu'il a écrit lorsqu'il avait 24 ans et qu'il étudie à Cambridge, sur le thème de Properties of Expanding Universes. Donc les propriétés des univers en expansion. En partageant cette thèse, Hawking souhaite créer des vocations. Et je le cite, « En rendant ma thèse de PhD en libre accès, j'espère inspirer les gens du monde entier à regarder les étoiles plutôt que leurs pieds, de s'interroger sur notre place dans l'univers et d'essayer de donner un sens au cosmos. » Voilà, l'université de Cambridge espère aussi que de plus en plus de chercheurs vont partager gratuitement le résultat de leurs recherches. Cette semaine, on parle de Tesla et le vent tourne pour l'entreprise. Elon Musk vient de présenter les résultats pour le 3e trimestre 2017 et ils ne sont pas brillants. C'est même encore pire, ce sont les pires pertes nettes jamais enregistrées par l'entreprise, 525 millions d'euros. En plus de ça, il a annoncé que le modèle 3 aurait 3 mois de retard. En effet, que 260 véhicules ont été produits au lieu des 1500 annoncés. Même s'il cherche à être rassurant et en disant qu'il n'y aurait pas de problème, fin du premier trimestre 2018, les cadences de production du modèle 3 seront à 5000 exemplaires par semaine. Bon. Maintenant, les mauvaises langues vont dire « oui, de toute façon, c'est Tesla, ils ont toujours du retard ». Je pense qu'il faut prendre un petit peu de recul par rapport à leur situation. Parce qu'en réalité, le vrai produit qu'est en train de fabriquer Tesla, ce n'est pas le modèle 3, c'est la Gigafactory, une chaîne de montage complètement automatisée adossée à un fabricant de batteries qui est Panasonic. Ce produit est destiné à être répliqué pour avoir des usines Tesla partout, en Europe, en Chine ou que sais-je. Et les déboires de Tesla s'enchaînent et ils vont beaucoup plus loin que des problèmes financiers ou des problèmes calendaires. L'entreprise est aujourd'hui attaquée en justice pour, dans le désordre, harcèlement sur une personne LGTB. Ne pas avoir prévenu suffisamment en avance les personnes licenciées le mois dernier. Tentative d'étouffer les syndicats. Et enfin, le plus beau pour la fin, pour racisme. Une centaine de travailleurs afro-américains se sont portés partie civile face à des superviseurs qui utiliseraient un petit peu trop souvent le N-word, le mot qui commence par N. Je pense que vous voyez de ce dont je parle. Là-dessus, Elon Musk aurait envoyé un mail en leur disant de s'endurcir et d'accepter les excuses. Maintenant, dès qu'il s'agit de Tesla, c'est assez compliqué d'analyser la situation parce que Tesla préfère souvent laisser dire de la merde. J'ai tenté de rentrer en contact avec le directeur de la communication de Tesla France. J'ai tenté. Maintenant, voilà, qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce que ce sont certains salariés qui veulent nuire à Tesla et qui se disent que Tesla est une poule aux œufs d'or et que l'on peut partir avec un petit pactole en attaquant avant de démissionner ? Ou est-ce que Tesla est en train de payer ses pratiques de recrutement qui sont beaucoup plus centrées sur des compétences techniques que sur des compétences managériales et des valeurs ? Cette semaine commence le Festival des idées. 5 jours pour 50 événements dans tout Paris. Alors si vous souhaitez voir la poésie de la coupe d'un cerveau à l'université Paris Diderot, des portraits de réfugiés au campus de Bobigny ou des robots contre l'austérité à Saint-Denis,
bonne chance. Alors, il n'est jamais trop tôt pour commencer l'entrepreneuriat ou le digital. Startup for Kids a pour objet de donner aux enfants les moyens d'apprentissage, d'autonomie, de créativité pour devenir des adultes ancrés dans le monde de demain à travers différentes initiatives. Ainsi, ce week-end à l'école 42, 25 startups présenteront leurs projets en atelier, mais les parents ne seront pas oubliés, avec différentes conférences sur l'usage de YouTube pour apprendre, la parentalité positive et le numérique, etc. Alors la tendance de la semaine va être un petit peu originale parce que je vais vous donner une tendance comme tendance de la semaine. Alors vous connaissez les différents types de tendances. Vous avez déjà les modes qui sont sur une durée très courte, qui concernent peut-être pas beaucoup de personnes, comme par exemple le hand spinner, qui concernait surtout les collégiens, et il paraît que la banane revient. Je vous disais que ça ne concerne pas grand monde. Vous avez ensuite les micro-trends, qui concernent un petit peu plus de personnes sur un petit peu plus longtemps. Donc par exemple, le régime du camp, l'entreprise libérée, les femmes de 44 ans et au-delà qui deviennent le segment de joueurs, de joueuses pour le coup, qui a la plus forte progression. Vous avez ensuite les macro-tendances qui concernent plus de monde sur plus de temps, comme par exemple les services à domicile ou le storytelling. Vous avez ensuite les méga-tendances qui concernent toute l'espèce humaine, comme par exemple l'urbanisation ou le vieillissement de la population. Je vous propose donc aujourd'hui un autre type de tendance, les anti-tendances. Alors cette idée d'anti-tendance n'est pas nouvelle, je l'ai eue notamment lors de l'explosion du nombre de boutiques d'hamburgers à Paris, où je voyais des gens prendre un hamburger avec un Coca Light. Cherchez la logique. Et cette tendance m'est revenue à l'esprit cette semaine parce que Mazars a communiqué sur le fait d'utiliser des chatbots pour aider leurs candidats à déposer leur candidature. Et c'est exactement l'opposé de ce que fait BNP Paribas en humanisant leur équipe. C'est-à-dire que sur leur site, vous allez trouver les prénoms des recruteurs, ainsi que sur Pinterest, leurs photos et leurs réponses à un petit questionnaire sympa qu'ils appellent Pinterview. Sérieusement, alors que vous devriez chercher par tous les moyens à créer une relation humaine avec les candidats qui souhaiteraient travailler pour vous, vous leur balancez un robot? Mais c'est pas du foutage de...